Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui, chers amis, est le plus extraordinaire depuis le début de cette émission, et chose curieuse, il est pratiquement inconnu en France. Tout commence, tout s'explique avec les deux photos que nous avons devant nous. Ces photos sont celles de deux hommes d'environ 35 ans, ce sont deux Danois, et l'un comme l'autre sont blonds avec le type scandinave. Mais la ressemblance s'arrête là, car c'est justement le contraste entre les deux personnages qui est extraordinaire. L'un s'appelle Kjell Nielsen. Il a le visage long, sec, sauf les narines qui sont plus dilatées, plus charnues que le reste du visage. Une mâchoire bien dessinée, la bouche grande, les yeux abrités, le sourcil tombant assez bas sur l'œil, le front haut s'évase légèrement. Deux rides verticales que les spécialistes appellent les rides de la concentration partent de la racine du nez, ce qui ajoute encore une sorte d'acuité à son regard perçant. Dans l'ensemble, le visage est extrêmement tonique, exprimant une forte impression de fermeté. Si je vous décris ces personnages, c'est parce que cette description est essentielle à cette affaire. L'autre personnage s'appelle Pál Ardrup. Pál Ardrup a le visage non plus long et sec comme Nielsen, mais d'un ovale lourd, large, épais, charnu. Pas de lèvres minces, mais une bouche épaisse. Les sourcils s'amollissent en arcade au-dessus d'un œil peu abrité, mais pas grand ouvert, et surtout un peu vague et comme sans couleur. Les oreilles sont petites. Il a un air endormi, les narines sont aplaties latéralement, et son visage donne l'impression d'une puissance presque totalement passive. Les caractères opposés de ces deux visages sont frappants. Mais en les regardant l'un et l'autre, on comprend qu'ils ne sont pas seulement opposés, ils peuvent devenir complémentaires. Encore fallait-il qu'ils se rencontrent. Les uns considèrent que Nielsen devait fatalement rencontrer son Ardrup et Ardrup son Nielsen. Pour les autres, c'est le hasard, Dieu ou le destin, comme on voudra, qui les a fait se rencontrer. Toujours est-il que cette rencontre a ouvert l'un des plus extraordinaires dossiers de la police que nous ayons eu à dépouiller jusqu'ici et que Jacques-Antoine a choisi. Je vous le dis tout de suite, chers amis, le dossier de cette affaire ne s'est refermé qu'en 1967. Mais il a été ouvert le 21 mars 1951, au matin, dans une rue tranquille dans un quartier de Copenhague. Au mois de mars, c'est encore l'hiver ici et personne ne remarque le jeune homme falot vêtu d'un passe-montagne qui marche d'un pas régulier et calme dans la foule. Personne non plus ne lui prête attention lorsqu'il pénètre dans la succursale d'une banque, la Landmanbanken. Tranquille, il traverse le hall pour s'arrêter devant le guichet de la caisse. Avec une calme assurance, il sort alors un pistolet. L'argent, vite. Le caissier lève la tête, les yeux arrondis, mais son étonnement et sa peur se transforment en sourire. Allons donc. Un gangster, ce garçon, à l'allure débonnaire. Le caissier pense qu'il suffit de temporiser et il refuse. Alors, tout aussi calmement, le garçon débonnaire appuie une première fois sur la détente de son revolver et se retourne vers le directeur de la banque qui s'avançait vers lui. Deux coups de feu éclatent donc, comme le tonnerre, entre les murs de marbre et le sol dallé de la banque. On entend le bruit sourd de la chute du caissier qui, après avoir glissé sur son comptoir, a disparu derrière. Il ne reste qu'un peu de sang sur les billets. Quant au directeur de la banque, il est maintenant allongé sur le sol, tandis que retentit la sirène d'alarme. Alors, c'est du moins ce que rapportent les témoins, quelque chose paraît se casser dans l'esprit de l'agresseur. Encore une fois, ce sont les témoins qui insistent sur ce détail, et Dieu sait qu'il est difficile d'imaginer ce qui se passe dans l'esprit d'un homme dans un moment pareil. Tout se passe comme si le garçon s'apercevait seulement qu'il vient de tuer deux hommes. Ce qui est certain par contre,
c'est qu'il ne prend pas l'argent de la caisse et qu'il s'enfuit, toujours suivant les témoins, blême et hagard. D'autres affirmeront qu'il sort de la banque en titubant. L'auteur de ce hold-up raté est arrêté le jour même. Il s'appelle Pál Ardrup, et pour la police, l'affaire paraît réglée. Mais en fait, elle vient tout juste de commencer. Lorsque des dizaines d'experts, plusieurs services de police, des avocats, un gouvernement, une haute cour de justice, une cour suprême, et finalement les ministres du Conseil de l'Europe ont, les uns après les autres, à étudier un dossier judiciaire, je n'ai pas besoin de vous dire que l'on aboutit à une littérature d'un volume monstrueux et d'une digestion difficile. C'est le cas pour ce dossier que nous allons essayer de résumer. Quelques heures après l'arrestation d'Ardrup, un ami et la femme de celui-ci, qui a 28 ans, demandent à être reçus par la police. D'après eux, ce n'est pas Ardrup le vrai criminel. L'homme qui a tué le caissier, le directeur de la banque, s'appelle Sjo Nielsen. Sjo Nielsen se trouvait à plusieurs kilomètres de Ardrup au moment du hold-up, mais c'est tout de même l'instigateur du crime. Et la femme et l'ami d'Ardrup vont raconter une histoire qu'Ardrup va tout d'abord nier obstinément, qui, dans la suite, va bouleverser le Danemark. Nielsen, élevé dans une ville du Jutland par un père tonnelier ivrogne, commet très jeune de petits délits qui lui valent la maison de redressement. Et parce qu'il croit être de la race des seigneurs, ou tout simplement pour sortir de la maison de redressement, il s'engage en 1940 dans une formation SS qui va bientôt combattre sur le front de l'Est. Ardrup suit le même chemin, mais ce garçon sensible, à tendance mystique, espère simplement, affirme sa femme, trouver chez les SS un peu de fraternité. Nous ne faisons que reproduire les pensées de la femme de Ardrup. Lors de la débâcle allemande, ils sont arrêtés et condamnés. Ardrup a 14 ans d'emprisonnement pour collaboration avec la police allemande. Nielsen a 12 ans d'emprisonnement pour service dans l'armée allemande, dénonciation et chantage. C'est en prison en 1947 qu'ils se rencontrent pour la première fois. Très vite, les deux hommes deviennent camarades, s'isolent totalement des autres détenus, s'enferment dans un monde morbide pour pratiquer le yoga et autres disciplines. Dès le début, Nielsen est le fort, Ardrup le faible, le maître et l'esclave. Déjà Nielsen, grâce à un magnétisme incontestable, possède totalement Ardrup. D'ailleurs, après le hold-up, d'anciens co-détenus viennent spontanément informer la police que Nielsen en était certainement l'instigateur. Si l'on croit ces témoignages, la différence de caractère entre les deux hommes, qui peut paraître un prétexte facile pour excuser l'un et condamner l'autre, est pourtant totalement vraie. D'après ces témoins, lorsqu'ils sont libérés en 1949, l'hypnose que pratique Nielsen accentue son empire sur le malheureux Ardrup. Nielsen est devenu Dieu le Père, l'Esprit, et Ardrup ne vit que par lui, devenant une machine à obéir, un vulgaire outil entre ses mains, et en son absence, une loque sans ressort. Dès leur libération, les deux hommes pensent à se procurer de l'argent pour créer un nouveau parti d'inspiration nazie. Décidément, c'est dans ce but qu'ils préparent des attaques de banque et que Nielsen transforme Ardrup en machine à voler et à tuer. C'est Nielsen, paraît-il, qui ordonne et même téléguide le mariage d'Ardrup, dont la femme elle-même devient un rouage de sa monstrueuse entreprise. Il l'abat, paraît-il, pendant des séances de magie noire et profite de ses faveurs, sous l'œil d'Ardrup, qu'on ne peut même pas qualifier de mari complaisant, puisqu'il n'est plus qu'une machine. Toujours selon ses témoins, Nielsen lança pour la première fois sa machine en août 1950. Ce jour-là, en effet, Ardrup attaque une première banque. Il n'y a pas de victime. Il vole 25 000 couronnes qu'il remet en effet à Nielsen une fois le hold-up accompli. Puis c'est l'attaque du 21 mars 1951. Évidemment, les policiers restent d'abord très sceptiques. Ce n'est pas la première fois qu'on prétend expliquer un crime par l'hypnotisme. Mais jusqu'à présent, de tels faits n'ont jamais été vérifiés et aucune accusation de cet ordre n'a jamais mené un prévenu devant un tribunal. Ils sont d'autant plus sceptiques qu'Ardrup s'obstine toujours à lier toute participation de Nielsen à cette affaire, et Nielsen, qui était à plusieurs kilomètres de la banque, prétend ne pas avoir été au courant du hold-up.
Quelques jours après son arrestation, Hardrup a bien déclaré au psychiatre de la police qu'un esprit gardien lui avait ordonné de commettre le vol pour des raisons politiques. Cet esprit avait orienté sa vie et déterminé ses actions depuis qu'il s'était révélé au cours de son séjour à la prison. Mais selon Hardrup, l'esprit gardien n'est pas Nielsen. Un premier rapport des psychiatres conclut qu'Hardrup devait être considéré comme un aliéné dangereux qu'il convient d'interner dans un centre de prévention pour psychopathes et que Nielsen a sans doute exercé une influence décisive et fatidique sur lui. Arrêté une première fois, Nielsen est relâché, le tribunal municipal de Copenhague ne pouvant se satisfaire de ce motif. Mais dans la suite, l'enquête établit que lors du premier hold-up d'Hardrup, Nielsen a reçu immédiatement l'argent dérobé par celui-ci. Nielsen, laissé en liberté, est inculpé de complicité de tentative de vol à main armée. En janvier 1952, un psychiatre rédige un nouveau rapport au terme duquel Hardrup, ayant enfin dénoncé le rôle joué par Nielsen dans l'instigation des crimes, est déclaré guéri de ses anciennes aberrations et ne doit plus être considéré comme aliéné. Nielsen, arrêté de nouveau, est placé en observation dans un centre de psychiatrie criminelle de décembre 1952 à février 1953. Cependant qu'Hardrup, transféré à l'hôpital municipal de Copenhague pendant 15 mois, est examiné par le chef du service de psychiatrie. En juin 1953, ce médecin fait un rapport où il déclare notamment qu'Hardrup a été soumis à une influence hypnotique intense de la part de Nielsen et qu'en commettant les crimes, il a agi involontairement. Alors, au mois de juillet 1954, va s'ouvrir à Copenhague le procès sans précédent de Nielsen et Hardrup. Donc, le procès sans précédent de Nielsen et Hardrup commence en juillet 1954, il va durer 1 mois. Auparavant, il se pose un problème extrêmement sérieux pour rédiger l'acte d'accusation, car Nielsen et Hardrup ne peuvent être jugés l'un sans l'autre. Or, comme le dit le juge, ce qui est exceptionnel dans ce procès, ce n'est pas seulement le motif, mais l'opposition trop grande des intérêts des inculpés. Nielsen est donc accusé, premièrement, d'avoir instigé et organisé le vol à main armée commis par Hardrup en août 1950 et de s'être fait remettre le produit du vol. Deuxièmement, d'avoir instigé et organisé la tentative de vol à main armée commise par Hardrup en mars 1951 et l'homicide qui s'ensuivit. L'avocat de Nielsen demande à la Cour d'inviter le procureur à préciser si son client serait appelé à se défendre de l'accusation particulière d'hypnotisme. La Haute Cour, décidant qu'il ne pouvait être enjoint au procureur de préciser l'accusation, rejette la demande. Le procureur ne veut pas en effet faire figurer le mot hypnose dans l'acte d'accusation, car dans le cas où celle-ci ne serait pas retenue pendant le procès, Hardrup serait défavorisé, car il peut avoir été influencé par d'autres moyens que l'hypnose. Le procureur préfère donc employer l'expression « instiguer », mais cela aura de graves conséquences. Comme il fallait s'y attendre, les débats sont dominés par la déposition des psychiatres, et notamment du docteur D, spécialiste de l'hypnose. Celui-ci tourne une chaise face aux jurés, s'assied et leur fait un cours magistral de 7 heures. Pendant 7 heures, il exprime son intime conviction de l'innocence d'Hardrup, donc de la culpabilité de Nielsen. Évidemment, il ne présente pas de preuves et n'expose qu'une théorie médicale qui n'a aucune valeur juridique. Souvent, l'avocat de Nielsen et même le juge interviennent pour demander au témoin de ne pas sortir de son rôle de témoin de la défense. Mais c'est bien là le problème. Comment un expert de la défense peut-il être impartial? Défendre Hardrup, c'est forcément accuser Nielsen, et les jurés sont certainement très fortement ébranlés. La défense cite alors un autre psychiatre qui, lui, est bien entendu fortement opposé au premier. Il place sur des chaises des tas de livres et de notes diverses, puis commence devant le micro de la salle une déposition avec de grands effets et une voix élevée, mais beaucoup moins convaincante. Après 1 mois de débat, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, le président du tribunal leur demande de ne pas attacher une importance excessive à la déposition du premier psychiatre, allant jusqu'à regretter que celui-ci ait appelé Nielsen l'hypnotiseur, puisqu'il ne pouvait apporter aucune preuve que Nielsen eût hypnotisé Hardrup. Il fait donc de louables efforts pour tenter de rééquilibrer les arguments de chacun dans l'esprit du jury. Mais le 17 juillet 1954,
Nielsen est déclaré coupable d'avoir organisé et par divers moyens d'influence, y compris hypnotique, instigé les 2 vols à main armée et l'homicide commis par Hardrup. Sur la base de ce verdict, la Cour condamne Nielsen à une peine d'emprisonnement à vie. Par le même verdict, le jury déclare Hardrup coupable d'avoir commis les vols à main armée et l'homicide, et la Cour ordonne son internement dans un centre de détention pour psychopathes. L'affaire n'est pas finie. Une partie de l'opinion danoise estime en effet que la peine infligée à Hardrup est trop rude. S'il a été hypnotisé, il aurait dû être purement et simplement acquitté. Dans un crime, on condamne l'homme, pas son revolver. C'est vite dit. Voyons en effet ce qu'on lit à ce propos dans un ouvrage spécialisé. L'hypnose est un sommeil incomplet provoqué par la suggestion hypnotique. Le sommeil hypnotique n'est pas un sommeil total. La conscience est engourdie mais non absente. Le sujet conserve la possibilité de concentrer son attention. Ses perceptions sensorielles existent. Au cours de l'hypnose, le sujet se montre obéissant envers l'hypnotiseur, mais dans une certaine limite seulement. Les ordres donnés pour être exécutés après le sommeil hypnotique seront souvent exécutés, mais on n'a jamais constaté qu'un patient accomplisse dans ces conditions un acte qui serait en contradiction profonde avec ses sentiments de moralité. En effet, le sommeil léthargique n'est nullement inconscient et par conséquent, le sujet ne répondra pas aveuglément à tous les ordres de l'hypnotiseur. Dans des circonstances sérieuses, les hypnotisés à l'état de veille redeviennent maîtres de leur action. On raconte qu'un hypnotiseur qui présentait une patiente hypnotisée permit à ses étudiants en médecine de faire des suggestions. L'un d'eux suggéra qu'elle quitte ses vêtements. À ces mots, l'hypnotisé s'éveilla brusquement et sortit très en colère. Il est donc invraisemblable que l'on puisse persuader une personne hypnotisée de commettre un crime, sauf si la personne a en elle une tendance au crime. Voilà pourquoi, même s'il a été hypnotisé, Hardrup ne peut pas être considéré comme irresponsable. Maintenant, venons-en à la partie de l'opinion favorable à Nielsen. Une partie de l'opinion estime que si certains indices indiquent une certaine participation de Nielsen au vol, rien ne prouvait sa participation au crime, et que l'affaire fut violemment embrouillée par les discussions des psychiatres, et qu'en tout état de cause, la condamnation à perpétuité est hors de proportion avec l'accusation limitée qui pouvait être formulée. Mais, comme malgré les appels, la Cour suprême confirme le jugement de la Haute Cour, l'avocat de Nielsen, le 2 décembre 1953, saisit la Cour spéciale d'une requête tendant à faire ordonner la réouverture du procès. Il invoque l'existence d'éléments de preuve nouveaux, notamment de 2 lettres d'Hardrup, dans lesquelles il déclare avoir faussement accusé Nielsen, celui-ci n'ayant eu aucune part directe à l'organisation ou à la préparation des 2 vols à main armée et de l'homicide. Le 29 juin 1957, la Cour spéciale ayant pris connaissance d'un nouveau rapport du Conseil médico-légal déclare qu'il n'existe en effet que fort peu de preuves directes des expériences hypnotiques que Nielsen aurait pratiquées sur Hardrup. Par contre, la Cour spéciale considère que les autres moyens de preuve indiquant que Nielsen aurait instigé Hardrup à commettre les crimes et les aurait organisés ont été appréciés par le jury dans des conditions normales. La réouverture du procès ne peut donc être ordonnée. Et que deviennent pendant ce temps les 2 hommes? Bien, Hardrup est enfermé dans un asile psychiatrique. Quant à Nielsen, tandis que sa femme demande le divorce, il déborde d'activités. Entre autres, il parvient à faire sortir en fraude de sa prison le manuscrit d'un livre qui sera publié et dont le titre peut être traduit par « Coquin, toujours coquin ». Dans ce livre, il raconte sa vie et ne cache pas qu'il n'a jamais été un petit saint, mais se défend d'avoir hypnotisé Hardrup. Alors son avocat introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. En effet, le 4 novembre 1950, les pays membres du Conseil de l'Europe ont signé à Rome une convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Inutile de vous dire, chers amis, qu'on a beaucoup parlé et noirci beaucoup de papiers, et nous n'entrerons pas dans le détail de cette bataille juridique. Sachez seulement que la requête de Nielsen était fondée sur 2 faits. D'abord, l'acte d'accusation n'ayant pas comporté le mot « hypnose », l'avocat, ne sachant donc pas que son patient serait accusé d'avoir pratiqué l'hypnotisme sur Hardrup, n'aurait pu organiser une défense normale. Ensuite, les débats auraient donné une place exagérée aux psychiatres, et certains de ceux-ci, sortant de leur rôle, auraient ancré dans l'esprit du jury que Nielsen était coupable d'avoir hypnotisé Hardrup.
En 1959, une sous-commission de 7 membres est alors constituée qui doit établir les faits de la cause et s'efforcer de parvenir au règlement amiable de l'affaire. Un tel règlement n'intervenant pas, la commission plénière, à l'unanimité, adopte en 1961 le point de vue qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans le procès de Nielsen. C'est finalement le comité du Conseil des ministres de l'Europe qui va examiner définitivement l'affaire du 23 au 31 octobre 1961, sur la base des documents remis tant par l'avocat de Nielsen que par le gouvernement danois. Le comité des ministres parvient à une conclusion identique selon laquelle il n'y a pas eu de violation de convention. Nielsen reste donc en prison tandis qu'Ardrup est libéré de l'asile. Mais il ne suffit pas à Ardrup de redevenir un homme libre. Il lui faut convaincre l'opinion publique qu'il n'est plus un instrument et que s'il rencontre un nouveau Nielsen, le drame dont il fut le protagoniste pour certains, la victime pour d'autres, ne risque pas de se répéter. Finalement, Nielsen sera gracié en 1967, après avoir donc passé plus de 15 ans en prison. Chose étrange, il va revoir Ardrup. Et ils vont, tous deux, essayer d'écrire un nouveau livre. D'après son avocat et sa nouvelle épouse, car il s'est remarié, Nielsen peut être brutal dans la parole et dans l'écrit, mais dans ses actes, c'est un homme énergique, soit, mais serviable et actif. Un des rares prisonniers qui ait pu sortir intact physiquement et psychiquement de la prison. Il tient d'ailleurs une série de conférences en faveur d'une refonte du système pénitentiaire danois. Mais d'autres témoignages le présentent comme un homme amer et déçu. Et je serais tenté de leur donner raison lorsqu'on connaît la suite. L'année dernière, le 26 mai 1974, on le trouve inanimé chez lui dans les environs de Copenhague. Il s'est empoisonné. Malgré son transport à l'hôpital, on ne peut le sauver. Il est mort. Il avait 59 ans. Il semble qu'une circonstance apparemment infime a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de son amertume. À 59 ans, il cherchait à pouvoir exercer un métier décent. Et on venait de lui refuser, pour la deuxième fois, le permis de conduire les taxis. Refermons donc, comme Nielsen vient de le faire, cet extraordinaire dossier de la police. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.